Alors, la première question, peut-être Guillaume, tu sais, c'est un mal-être personnel, mais probablement partagé, qui est quand on a nos deux téléphones posés, personnels et professionnels, sur son bureau, parfois la sensation qu'on reçoit une notification ou un message, un mail, un Slack, un Trello, une notification LinkedIn, et en fait, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est-à-dire qu'on a eu la sensation qu'il y avait quelque chose, on est déconcentré, on perd l'attention, on regarde, et en fait, il n'y a rien. Et donc, de cette idée, peut-être, est-ce que tu peux élaborer sur est-ce que nos environnements de travail et les nouvelles technologies n'ont pas un peu rongé tout ce qu'on savait bien faire en termes d'efficacité, de concentration, d'attention, notamment sur le long terme, et où on en est un peu aujourd'hui là-dessus dans tous nos environnements de travail qu'on partage actuellement? Mais est-ce qu'on n'a pas tous l'impression que l'ère de l'innovation a eu un impact sur nos performances cognitives, sur notre bien-être, sur notre mémorisation, la mémorisation des numéros de téléphone, la mémoire géospatiale, donc l'endroit où on a garé sa voiture, ou le chemin pour aller d'un point à un autre dans Paris ou ailleurs? Eh bien, en fait, la réponse est si, et les performances cognitives s'entraînent ou se désentraînent de manière transversale. C'est-à-dire que si on en désentraîne une, et là, ça a un impact négatif sur les autres aussi. Et puis, il y a évidemment l'accélération du modèle, le modèle de l'innovation exponentielle, l'obsolescence des modèles, l'accélération de votre modèle d'entreprise qui n'est plus totalement solide dans le temps, quand on le projette. Les outils de communication qui déshumanisent nos interactions, c'est-à-dire qu'on reçoit un mail, mais on n'est pas capable de mettre l'émotion que l'émetteur a voulu transmettre. Et donc, tout ça, ça a un impact catastrophique, négatif, sur notre état. Pourquoi? Parce que, eh bien, on est extrêmement stressé. 9 salariés sur 10 vivent du stress au travail. Vous avez même un salarié sur 4, 25% de nos salariés, qui vont développer une psychopathologie dans le monde du travail, une dépression, un burn-out. Et puis, il paraît que chez les entrepreneurs, c'est encore plus, que c'est 59% des entrepreneurs qui sont propices à développer une psychopathologie. Alors ces chiffres, évidemment, ils ont un impact même sur l'engagement, sur la motivation, puisque aux États-Unis, vous avez 59% des actifs qui sont désengagés de leur entreprise. Vous en avez 18% qui sont clairement activement désengagés. Et en France, pour rappel, le turnover, c'est 15,1%. Il y a 15,1% des gens qui ont clairement envie de se barrer, enfin qui vont partir. Et la question qui se pose, c'est ceux qui vont rester, donc, qui vivent cet inconfort, qu'est-ce qui se passe? Ça se traduit dans l'absentéisme. Et le coût de l'absentéisme en France, c'est 4 059 € par salarié et par an. Faites le calcul. Alors, il y a une autre aberration, c'est que est-ce que l'écosystème, est-ce que les éditeurs font en sorte de maintenir notre attention et de compenser ça? En fait, non, parce que votre attention est un produit. La dopamine qu'on va recevoir, qu'on va ressentir si on a des likes, des followers sur un tweet ou sur l'envoi sur une vidéo qu'on émet ou un article, etc. Cette dopamine, c'est les mécanismes de récompense du cerveau. Et en fait, il y a toute une industrie, les GAFAM en tête, qui font en sorte de la monétiser, c'est-à-dire d'accaparer, de maintenir votre attention à un niveau élevé, notamment sur votre timeline. Pourquoi est-ce que la timeline défile indéfiniment? Eh bien parce qu'on maintient votre attention et qu'on espère que cette quête de dopamine va faire que vous allez continuer et consommer encore plus. Et notamment, il y a des lanceurs d'alerte comme Tristan Harris, avec son approche Time Well Spent, qui est un repenti de la Silicon Valley, qui a travaillé sur la user interface, la user experience, et qui lance cette alerte de dire attention, ça nous détruit. Et puis en fait, le danger, si on revient à l'individu, c'est que, alors qu'est-ce que ça produit comme effet? Bien moi, en tant qu'entrepreneur, dans ma précédente boîte, ça m'a amené à avoir un stress qui s'est installé insidieusement, sans vraiment que je le voie arriver, et qui fait que, à un moment donné, j'ai perdu mémoire de travail, j'ai oublié mes chiffres, même en board, j'étais incapable de me rappeler mes chiffres, je cafouillais, etc. J'avais perdu l'estime de soi, j'étais absolument plus créatif, et dans l'innovation exponentielle, on a besoin d'être créatif pour réinventer son modèle. Et donc là, tu as décrit un environnement où les technologies peuvent un peu détruire notre attention, concentration, nous stresser, etc. Comment vous utilisez la technologie pour, au contraire, essayer de retrouver
toute cette efficacité et tous ces aspects-là? La question qu'on peut se poser, c'est, on parle de 9 salariés sur 10 qui sont stressés et puis 1 sur 4 qui va développer une psychopathologie. Donc ça, c'est une question énorme. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les influences? Quels sont les profils des différentes personnes qui vont dire qu'on n'est pas tous égaux, on peut être stressé, mais tout le monde ne va pas développer une psychopathologie. En fait, c'était le point de départ d'OpenMind, c'est de dire, mais ok, mais finalement, cette technologie qui nous affecte sans notre accord, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser au profit de l'humain? C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de comprendre l'humain pour lui envoyer des interactions sur une compréhension de surface, machin, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas scanner un individu, le mettre en situation et collecter des données, mais pas collecter des données de surface qui viennent de l'iWatch, collecter des données physiologiques. Quelles sont nos réactions à la prise de parole en public? Quelles sont nos réactions à la pensée complexe? Voilà. Et donc, il fallait créer un modèle, un service, et c'est comme ça qu'on a créé OpenMind, en faisant venir les clients, en les mettant en réalité virtuelle et en collectant des données. Alors justement, est-ce qu'on peut décrire un peu ce qu'est OpenMind? Justement, parce que tu parles de réalité virtuelle, c'est peut-être pas... tout le monde ne connaît pas. Donc, est-ce que vous avez déjà tous passé, à mon avis oui, un test psychométrique? Donc typiquement MBTI. Qui a passé MBTI là dans la salle? Ok. Intéressant, il y en a beaucoup d'autres. Donc ce genre de test commence par... Alors la question ressemble à, pourrait être d'ailleurs, face à une situation de stress ou face à un événement stressant, comment réagissez-vous? Alors là, vous cotez de 0 à 5. Si 0, vous réagissez plutôt mal, ou du moins vous pensez que vous réagissez plutôt mal. 5, vous réagissez très bien. Alors là, ce qui se passe, je ne sais pas si vous essayez, si vous faites l'exercice là avec moi de répondre à cette question, ce qui se passe, c'est que vous allez vous projeter dans la dernière situation de stress, la dernière situation imprévue que vous avez rencontrée, ou alors peut-être, si vous êtes bon, vous allez prendre les X dernières situations et vous allez estimer si, globalement, vous avez plutôt bien ou plutôt mal réagi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce que ça nous dit, nous, comme mesure, comme métrique, c'est votre confiance dans votre capacité à répondre à un environnement stressant, à une situation imprévue. Et donc, nous, pour objectiver, c'est là qu'on utilise la technologie et c'est là notamment que la réalité virtuelle intervient. C'est-à-dire qu'on est capable de recréer une situation dans laquelle on mesure et on contrôle chacun des stimulus, c'est-à-dire chacun des éléments du contexte. Et là, on peut enregistrer, mesurer, observer comment physiologiquement vous répondez à cette situation de stress. Donc finalement, on mesure avec une autre approche vos réponses physiologiques et donc intérieures, la réponse de votre organisme face à un événement imprévu. Donc, je ne sais pas s'il y a encore une question pour vous. Est-ce que certains ont déjà passé chez le cardiologue un test d'effort sur un tapis roulant? Très bien. Très bien. Mais en fait, nous, c'est une image qui marche assez bien. On fait exactement ça chez OpenMind, c'est-à-dire que le tapis roulant, c'est la réalité virtuelle. On recrée les accélérations et décélérations de la vie, du quotidien, dans la réalité virtuelle. Et on est capable d'enregistrer, grâce au capteur, vos réactions et vos accélérations et décélérations face à ces environnements changeants. Donc, quel capteur? Donc, ce qu'on enregistre, c'est par exemple vos mouvements, grâce aux mouvements des contrôleurs, vos observations, les positions de votre regard, qui est vraiment une porte vers l'esprit. On enregistre les mouvements respiratoires, comment vous respirez, la stabilité respiratoire, aussi notamment les accélérations et décélérations de votre rythme cardiaque, ses variabilités, mais aussi la sudation, les micro-variations de votre transpiration. Et viennent, bien sûr, les mesures cérébrales et même les mesures gastriques. Donc vraiment, pour comprendre comment, dans vos tripes, ce que ça vous fait d'être mis dans ce genre de situation. C'est une espèce de détecteur de mensonges augmenté, quoi. Oui, bien sûr. C'est une belle image. C'est exactement un détecteur de mensonges augmenté. C'est exactement un polygraphe. Un polygraphe où vous êtes votre propre détecteur, vous êtes votre propre inspecteur. C'est-à-dire qu'on a pu montrer déjà dans nos données, et c'est indéniablement significatif qu'en fait, on est assez mauvais à prendre notre météo, à prendre notre température. Il y a un décalage entre votre ressenti subjectif, donc c'est ce qu'on obtient grâce à des entretiens phénoménologiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous a fait, et notre mesure objective via capteur. Donc en fait, c'est en multipliant les mesures qu'on peut se débarrasser de pas mal de biais, donc de réponses et de mesures, et pour reconstituer la source qui est vous-même, pour construire donc cette cartographie de l'individu pour mieux vous connaître. Alors peut-être détailler sur l'un de vos modules ou comment ça se déroule très concrètement, quel type d'environnement et comment ça fonctionne. Oui, enfin oui et non en fait, parce que la réalité virtuelle c'est quelque chose pour moi qui s'expérimente.
C'est-à-dire que je ne voudrais pas biaiser en plus si parmi vous, certains sont amenés à passer des modules, mais je peux quand même rapidement expliquer que cette expérience en réalité virtuelle se passe en 3 phases, 3 modules. Le premier, donc, c'est un entraînement à la cohérence cardiaque, c'est une initiation du moins à la cohérence cardiaque. Et en fait, là, on mesure votre contrôle sur votre corps et votre esprit, on mesure en fait votre capacité à vous détendre, à vous relaxer spontanément. Dans un second module, en fait, on recrée une situation, on teste votre capacité d'attention conjointe. Concrètement, c'est une double tâche, un peu comme au travail, comme on a tous les jours. Et en fait, on crée un environnement avec beaucoup trop d'informations. C'est ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Donc ça, encore une fois, je pense que vous êtes tous familiers. Et ce qu'on mesure, c'est finalement votre capacité à rebondir, votre capacité de résilience face à un environnement changeant. Et enfin, dans un troisième module, qui est un peu mon préféré, c'est une exploration, c'est un voyage intérieur où en fait vous êtes plongé dans vos rythmes physiologiques. Donc finalement vous êtes l'acteur de l'environnement. L'environnement change en fonction de vos états physiologiques. Et en fait ça nous permet d'étudier votre curiosité envers vos états internes et votre capacité d'interoception. Alors l'interoception peut-être. Un mot dessus, oui. Ouais, un tout petit mot dessus. Alors c'est un gros mot, mais c'est une super capacité. C'est pas anecdotique du tout. L'interoception, en fait, c'est la capacité de prendre sa température intérieure, donc d'être votre propre capteur, d'être capable de prendre sa météo. Donc je ne sais pas si dans la salle, là, vous êtes capable de prendre votre météo. Et je ne sais pas, Mehdi, si on était capable ensemble, en fait, de prendre notre météo, si on n'arriverait pas à finalement avoir amélioré l'intelligence collective. J'ai un peu. Pour la météo, c'est par exemple savoir à quel rythme bat son cœur. Par exemple, ça c'est la tâche classique d'interoception. Donc par exemple, là, dans la salle, on pourrait faire l'exercice sans mettre sa main là sur son cœur. Est-ce que vous arrivez à compter vos battements cardiaques? Vous avez une montre pour ça, si vous l'enlevez. Non, c'est pas anecdotique parce qu'il a été montré par John Coates en fait que c'est un marqueur. Donc l'interoception est un bon marqueur de réussite sur les salles de marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes capable de sentir à un instant T, si vous êtes ou non capable de prendre une décision, c'est-à-dire si vous sentez les accélérations et décélérations de votre cœur et si mieux vous arrivez à revenir dans votre zone optimale, eh bien vous serez plus performant, donc notamment salle de marché, mais aussi dans n'importe quelle décision du quotidien. Alors quels résultats on obtient en sortie, quel bilan on a une fois qu'on a fait l'ensemble de ces 3 modules aujourd'hui? Oui, alors très bien. Donc c'est pas simplement 3 modules. Donc l'expérience est un tout, c'est-à-dire qu'il y a un entretien préliminaire avec un psychologue ou un coach. Ensuite, il y a en effet ces 3 modules en réalité virtuelle, donc monitoring, qui nous permet de sortir une sorte de cartographie de l'individu pour lui permettre, premièrement, de mieux se connaître, donc c'est-à-dire identifier ses stresseurs, notamment. Deuxièmement, d'identifier des leviers. Donc en fait, on constitue ensemble une sorte de boîte à outils, mais personnalisée. Donc ce qui marche pour vous, quel type de méditation, quel type d'exercice, quel type d'entraînement marche pour développer vos soft skills. Et donc là, en fait, nous, dans l'équipe Data Science, dans l'équipe R&D, c'est vraiment notre approche, c'est-à-dire qu'on essaye, coûte que coûte, de garder nos algorithmes interprétables et donc actionnables pour vous. Et enfin, on est en train, là, on est vers les débuts de mise en place de scores d'anxiété et de stress pour potentiellement un jour pouvoir détecter en amont des états pathologiques qui ne seraient pas Oui, parce qu'en fait, bien sûr, là, ça a l'air un peu new age, explorer son corps, son interoception en réalité virtuelle, mais derrière, il y a énormément de traitements en deep learning, en machine learning, et qui vont chercher justement, on a dit au départ, comprendre cet individu. Et ce qu'on observe aujourd'hui, on a 1500 personnes qui sont venues chez nous, qui sont avec un gros biais de sélection. Grosso modo, je pense que vous êtes exactement dans la cible. Et dans les 1500 personnes qui sont venues nous voir, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que 76% d'entre eux ont une meilleure joie de vivre et satisfaction dans la vie en général que la population. Cependant, et là c'est le début des mauvaises nouvelles, 11,31% d'entre eux sous-évaluent le fait d'être dans une situation d'anxiété généralisée pathologique, et 9% d'entre eux, sans le savoir, montrent des traits de pathologie, de dépression. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté de la personnalisation, parce que c'est vrai que
et je veux t'entendre sur le côté de la croyance, notamment, et donc les fameuses croyances ancestrales, etc. Et sortir aussi des méthodes. C'est-à-dire qu'il y a les to-do master, il y a les procrastinateur methods, il y a le miracle morning. Et donc, il faut faire tout ça en même temps pour être ultra productif, créatif, etc. Et donc là, vous dites autre chose. C'est-à-dire que vous dites qu'en gros, il n'y a pas de méthode qui fonctionne pour tout le monde. Donc, on va aller chercher hyper individuellement qu'est-ce qui peut marcher pour vous précisément. Sur les dogmes, il y a des dizaines de milliers de bouquins sur Amazon sur le développement personnel. Je crois qu'il y en a juste 3000 sur travailler plus rapidement. Et la question qu'on pose justement, c'est en fait, soit on essaye de lire tous les bouquins, on prend les tirages, etc., pour choisir le dogme qu'on va s'approprier, mais on n'est pas certain, en ayant lu pendant 10 ans tous les bouquins dogmatiques qui prônent la nouvelle forme de méditation, etc., d'avoir vraiment trouvé celle qui nous convient. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à utiliser ces données pour vous mettre en contact. Raphaël parlait de la première expérience qui est sur la cohérence cardiaque. Est-ce qu'on arrive à actionner la régulation de son rythme cardiaque et notamment de ses états émotionnels? Eh bien, en fait, l'enjeu, c'est ça. Et l'enjeu, c'est justement d'utiliser la technologie, la représentation, la data science pour être capable de dévoiler l'invisible à la personne qui vient chez nous. Pas pour créer un nouvel outil dont elle sera addicte et dont elle aura besoin pour vivre ou réguler ses émotions. Pas du tout. Pour nous remettre en contact avec nos émotions et notre capacité d'interoception. Parce que la question, c'est bien ça. Si on est capable de sentir ces émotions, si on est capable de sentir qu'une technique nous fait du bien, justement, on va la représenter, on va représenter l'invisible. C'est-à-dire que dès que votre état s'améliore dans un exercice méditatif dans la machine, on va vous le montrer. Ça illustre l'amélioration, ça vous permet de reconnecter à une sensation, de dire « Ah tiens, on me montre un truc qui s'améliore, mais c'est vrai que je me sens un peu mieux ». Et si par hasard vous ne le sentez pas encore suffisamment, eh bien en fait on va créer une croyance, un ancrage. Et comme la technique qu'on vous met en avant est personnalisée pour vous, plus vous allez croire qu'elle est efficace, plus vous allez le ressentir, même sur des signaux infimes, on vous montre le chemin, eh bien vous allez vous l'approprier, et le jour où vous serez en situation de stress, eh bien vous saurez que vous avez une boîte à outils. Donc on va réduire en plus la peur de la peur. Et la dernière petite question, c'est sur comment ça s'intègre à une vision d'une augmentation des capacités cognitives. Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est pas du tout la vision que vous défendez sur ce sujet? Aujourd'hui, il y a les transhumanistes qui disent « Rassurez-vous, nos fonctions cognitives se pètent la gueule, vous avez besoin de consommer, on vous fait plaisir grâce à ça. Quand vous cliquez sur un bouton d'achat, ça sécrète de la dopamine, ou vous recevez des notifications, c'est génial, c'est le meilleur des mondes. Rassurez-vous, dans 15-20 ans, on aura des chips qu'on vous s'implantera dans le cerveau, hein, c'est Ray Kurzweil, c'est Elon Musk avec Neuralink, tout ira bien et on aura un nouveau service à vous vendre, donc c'est pas grave, vous vous occupez pas de votre connexion. » En fait, nous, on prend le pas inverse, parce qu'on l'a vu, Mehdi l'a dit tout à l'heure, on a vu l'impact juste de stimuli non connectés, non implantés sur la cognition humaine et sur des décisions notamment de vote. On a vu l'impact que ça pouvait avoir, on pouvait notre sensibilité aux stimuli. Et donc la question, c'est que si d'aventure on ne développe pas l'humain, on ne libère pas le libre arbitre, justement en reconnectant les gens à eux-mêmes, en leur donnant cette capacité à redévelopper leur performance cognitive, à élever leur cognition, eh bien la première question, c'est quelles intelligences artificielles on va entraîner, et deux, quelle justement part on va laisser à ce libre arbitre pour le futur.